Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier podcast de baseball qui s'intitule Derrière le marbre. On va parler de baseball et encore de baseball, je dirais peut-être à 95% de notre podcast, et on va faire ça dans les prochaines semaines. Je veux commencer, avant de vous présenter mes invités, juste remercier les gens de la Cage Brasserie Sportive, les gens de la Cage Le Bourgneuf, avec Philippe Laroche qui nous accueille, c'est très gentil de leur part. Merci également aux gens des Capitales de Québec et aux gens de B45 qui nous ont donné des prix qu'on pouvait remettre dans le cadre du concours pour trouver le nom du podcast. Merci également à Jean-Philippe Otis et à Frédéric Garriépi. C'est eux qui ont eu l'idée au départ de partir le podcast et qui ont eu la lourde tâche aussi de me convaincre d'embarquer dans le podcast. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Nos invités, ce sont évidemment deux visages que les gens connaissent très bien si vous suivez le baseball, mais c'est pas vrai parce que ce sont des gens qui sont impliqués dans le monde du sport depuis très longtemps. D'abord, à l'extrême gauche, Maurice Dumas, ancien journaliste et directeur des sports du Journal Le Soleil. Salut Maurice. Salut, maintenant retraité. Maintenant retraité, oui. Et Michel Laplante, président des Capitales de Québec, évidemment qu'on connaît bien pour les Capitales, mais je pense pour son implication dans le monde du sport et, comme certains diront, un des hommes les plus intéressants de la planète sportive. Salut Michel. Salut François. Et on va parler beaucoup de baseball, surtout de la Can-Am, du baseball indépendant. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et je veux qu'on commence, avant de parler justement de la Ligue Can-Am, je vais commencer avec Maurice. Je veux savoir d'où vient ton amour du baseball, Maurice. Bien, je te dirais que, étant jeune, j'étais tellement dissipé, puis toujours de travers, qu'à un moment donné, il fallait que je me ramasse seul devant le garage familial. Puis là, j'ai commencé à lancer des balles dans la porte du garage. C'était pas très rapide, là. Et puis, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis mon frère, qui était receveur au baseball, était mon receveur et enregistrait mes performances dans un grand livre. OK. Et puis moi, je voulais devenir lanceur à l'époque. Et puis à un moment donné, on faisait toujours une séance, je lançais, puis là, il allait dans le grand livre, puis il marquait une note. Puis à un moment donné, moi, je voulais savoir ce qu'il y avait dans le grand livre. Fait, je vais voir. Puis à un moment donné, la première ligne que je lis, courbe par accident. Oh, ça partait mal. Mais là, il y avait une deuxième ligne. Aucune balle rapide. Là, j'ai décidé d'aller jouer au deuxième but. Est-ce que le baseball prend autant de place que le hockey dans ta vie à cette époque-là? Ah oui, absolument. Ben, c'est-à-dire c'était moitié-moitié, comme les gens de ma génération, là, évidemment. On séparait l'année en deux ou presque. Hockey puis baseball. OK. Et puis, ça a toujours été ça. Michel, en Abitibi, c'est Val-d'Or précisément, comment l'amour du baseball est venu jusqu'à toi? C'était du 4 contre 4, du 3 contre 3 dans le parc juste en haut de chez nous. Okay. Je suis le troisième de 4 garçons, donc c'est sûr que je me suis lancé avec le plus vieux. Mais c'est ça, c'était de passer nos étés à s'obstiner ces règlements. Je me souviens, entre autres, là, j'ai peut-être 8-9 ans, puis je frappe une balle, mon jeune frère est au premier but, puis j'arrive au premier, puis il est là lui aussi. Je dis, il y a quelque chose qui marche pas. On était les deux sur but, puis il dit, non, j'ai le droit de rester ici, puis on a le droit d'être deux sur but. C'est le premier gros argument de baseball. On était deux sur le même but, puis on a finalement gagné notre point. Ils nous ont laissé les deux sur but, puis on a vérifié le lendemain, mais non, il dit non, il paraît que tu étais obligé d'avancer. Mais c'était ce genre de baseball. On a joué beaucoup à seulement se frapper des balles puis tout ça. Mais c'était un peu comme Maurice disait, c'était hockey l'hiver, c'était baseball l'été, mais jamais dans le baseball organisé. Okay. Donc, de mettre un uniforme, puis t'allais au bâton juste une fois toutes les 9, j'aimais pas ça. Donc, à 4 contre 4, on jouait un peu plus souvent. Est-ce que ça veut dire est-ce que tu avais un idole à l'époque dans le monde du baseball ou tu suivais pas ça du tout, le baseball majeur? Non, je suivais ça un peu, surtout dans ces années-là. Là, quand j'ai 11-12 ans, c'est les années 79, 80, 81 des Expos. Les belles années. Oui, c'est ça. Donc, André Dawson, c'était mon idole. Après ça, il y a eu Tim Wallach. Pas idole à avoir les posters partout dans la chambre, mais c'est le joueur que j'aimais voir. Maurice, j'allais te poser la question, mais je pense que je connais déjà la réponse parce que je sais que tu aimais beaucoup Mickey Mantle quand tu étais jeune. D'ailleurs, dans mon bureau, il y a une grande photo encadrée de Mickey Mantle. J'ai des balles autographiées de Mickey Mantle. Là. Je sais que tu as lu à peu près tout ce qui s'est fait sur Mickey Mantle. J'ai 22 livres qui traitent de Mickey Mantle. Ce qui fait dire à mon épouse que je devrais peut-être élargir mes horizons. Mais juste pour fermer la parenthèse, Maurice, est-ce que tu penses, dans le cas de Mickey Mantle, est-ce que ce sont les blessures ou la boisson qui a eu raison de sa carrière? Ah, je te dirais que ce sont les blessures. Ouais. Ce sont les blessures parce que
Après ça, la boisson. La boisson est encore pire à la fin de sa carrière. Là. Mais c'est vraiment les blessures parce que c'est un joueur extraordinaire. Là. Moi, Meilleur frappeur ambidex de l'histoire ou peut-être? Tout seul. Tout seul, c'était un joueur très complet. Puis tout ça. Mais évidemment, là, c'est ton idole, alors t'en mets toujours un peu plus. Mais ça m'a toujours suivi. C'est pour ça que j'aime bien les frappeurs ambidex. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Je suis allé jouer au deuxième but et je suis devenu frappeur ambidex. Mais je frappais 150 de la gauche puis 150 de la droite. Moi, je pensais que ça pouvait faire 300, ça. On a dit non, on fait 150 pareil. Je suis tellement en désaccord avec Maurice, en partant. J'aime pas catégoriser les frappeurs ambidex. Mettons que tu es un frappeur ambidex qui a une carrière 320. En plus, il était frappeur ambidex. On s'en sac. Dans le sens que tu le fasses juste de la gauche ou juste de la droite, c'est la même chose. Puis, c'est comme si on disait, c'est le meilleur frappeur à frapper avec le coude plus haut à l'arrière. C'est le meilleur frappeur avec les genoux pliés. Tu sais, pour moi, c'est... Parce qu'il est ambidex? Ben, ça change rien. Ben non, c'est la même chose. C'est ça. Okay, c'est le frappeur qui est plus à l'aise d'un côté ou de l'autre. Bon, oui, c'est ça. Ça donne, moi, je pense que ça donne un avantage au frappeur parce que, tu sais, je veux dire, la balle courbe, elle rentre toujours vers lui. Là. Non, moi, ça donne un avantage. Si le gars n'est pas frappeur ambidex, probablement qu'il a une moins bonne carrière. Non, je comprends, mais qu'on catégorise le frappeur disant c'est le meilleur frappeur ambidex de l'histoire, c'est pas une catégorie que pour moi, il y a beaucoup d'impact. On entend ça. Oh non, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il en demeure pas moins que tout un joueur. Ce sont des joueurs recherchés quand même. Oh, oui, sûr et certain. Et ça m'amène d'ailleurs parce que je veux parler des Cubains, autant chez les Capitals que la visite de l'équipe cubaine. Je parlais avec Jordan Mandoulet durant la saison et lui disait que les jeunes joueurs cubains sont obligés, lorsqu'ils sont jeunes, de s'élancer des deux côtés. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas faire un frappeur ambidex. La preuve, c'est que les gars qu'on a eu ici, pour la plupart, n'ont pas été des frappeurs ambidex. Mais je trouvais ça intéressant, c'est comme philosophie, de dire vous allez frapper des deux côtés du marbre lorsque vous êtes jeune, puis ensuite peut-être développer un côté plus que l'autre. Cette année, évidemment, chez les Capitals, Mandoulet, Gracial, Blanco, est-ce qu'on peut dire que ça a été le meilleur trio que les Capitals ont eu? Ou disons, on va dire, les joueurs d'impact cubains, les joueurs cubains qui ont eu le plus d'impact chez les Capitals depuis qu'on a commencé cette expérience-là? Ben moi, je suis d'accord, mais... Oui, mais sauf que, puis il y a des gens ici qui vont vous le confirmer, moi, j'aime bien les joueurs cubains. Là. Oui. Même les premiers qu'on a eus, qui, au niveau de certains, n'ont pas fait l'unanimité. Moi, je pense qu'on a eu... Il n'y en a pas un qui n'a pas livré la marchandise. Il y en a pas un. Si Alexis Bell avait été en santé, si Emena ne s'était pas blessé, c'est des gars qui auraient livré la marchandise encore Absolument. Puis, tu sais, on a beau dire, il y en a qui disaient que Gouriel, il frappait des petits 5, des petits 5. Hey, il y a une moyenne à vie à peu près de 360 avec les Capitals, là. Je m'excuse, là. Puis, j'ai pas envie de nommer de nom, mais j'en vois ici en arrière, là. mais ça aurait été plaisant quand même de voir Bell en santé et Minez en santé. Parce que moi, je me rappelle, on était à Gary quand Alexis Bell a joué ses premiers matchs, puis il avait connu une première série fantastique. Puis on se disait, c'est le vol du siècle. Là, malheureusement, il était blessé. C'est là qu'il avait frappé ses deux premiers circuits. Oui. Ses deux premiers et seuls circuits de la saison régulière. C'est vrai. Mais au niveau de la rapidité, au niveau de five-tool player, tout ce qu'il faisait, là, c'était le joueur dans une séquence de 6-7 matchs qu'on a vu le plus dominant avec les Capitals. Maurice, est-ce que je peux dire que tu es dépisteur à temps partiel pour les Capitals avec ce que tu fais pour... Non, je suis recherchiste. Recherchiste. C'est un beau mot, hein? Ça a l'air à coûter moins cher que dépisteur. Je suis recherchiste. Mais moi, évidemment, je le fais quand même. Tu sais, à un moment donné, je vais fouiller dans des ligues là, que des fois, je n'ai pas d'affaires à aller, là, parce que ça me donne rien, là, mais je vais juste voir pour qu'est-ce qui arrive. Puis souvent... Patrice Calabrini sort des noms qu'il veut. Patrick va avoir des joueurs, il sort des noms. Mais ce que les gens devraient savoir, pour un joueur qui vient jouer à Québec, là, je parle pas des Cubains, là, mais dans l'ensemble, il faut peut-être que Patrick il cogne à 20 portes. Là. Ouais. Alors, Patrick donne des noms, puis moi, il me dit trouve-moi tout ce que tu peux trouver sur eux autres. Alors, c'est pour ça que je dis que je suis un recherchiste. OK. Mais ça demeure quand même le mode de recherche le plus rapide. Je veux dire, j'enlève rien à Google puis tout ça, là. Mais on a une question, puis on va demander à Maurice en premier, puis ça sauve beaucoup de recherches. Puis on le comprend pas. Smith, il n'a pas joué, lui, à telle place dans le 2A pendant un mois. Wow! Tu sais, c'est comme... OK, on part déjà avec quelque chose, puis ça l'aide beaucoup. Mais ça part
des filiales des expos à l'époque. Parce que moi, quand j'étais au camp d'entraînement des expos pendant 10 ans d'affilée, là, j'allais au match de la grande équipe en après-midi, puis j'étais sur le terrain à 9 h. Là. Je faisais le A, le 2A, puis le 3A. Là. Puis tu vois un paquet de joueurs là, à cette époque-là, puis les équipes qui viennent visiter et tout ça. Ça a vraiment commencé là. On parlait des Cubains. Michel, c'est quoi ta réaction par rapport aux performances de l'équipe cubaine cette année? Est-ce que pour toi, c'était une déception ou tu dis, écoute, c'est des choses qui arrivent, on a perdu beaucoup de talent dans les dernières années. C'était quoi ta réaction de la performance de l'équipe cubaine? Non, c'est une déception. C'est une déception, puis ils sont vraiment mélangés dans tout ça. Cette année, suite aux performances de la Coupe du Monde, ils ont tenté de rajeunir. Ouais. Et ils ont fait un peu la même erreur qu'on fait partout, dans le sens que il est plus jeune, il a 22 ans, mais il lance 90 000 à l'heure. Puis lui, il court plus vite que ce qu'on avait avant, mais c'est une question aussi d'expérience, le baseball. Puis tu peux pas aller jouer dans la Can-Am à 21, 22, 23 ans, à moins de à moins que tu t'appelles Louis Robert ou quelques exceptions. Ou le jeune prodige de Boston, ça arrive, le jeune de 20 ans de Veers, tout ça. Donc, il y a des phénomènes comme ça. Martinez le fait, Julio Pablo Martinez. Donc, il y a une façon de faire. Je pense qu'ils ont... En fait, ça brasse beaucoup à Cuba présentement. Ray me traduit beaucoup de textes qu'il m'envoie, puis c'est vraiment incroyable jusqu'à quel point ils sont en grande remise en question face à tout ça. Ils ont un problème, le même problème que d'autres pays ont eu. Le soccer a pris un peu le dessus à Cuba. Mais il y a une énorme pression aussi. Puis quand ils viennent jouer, on n'est pas conscient de ça. Mais le pays connaît les statistiques de chacun des joueurs. Quand des fois, on a de la difficulté à comprendre pourquoi Mandoulé ou Gracial et Marabout, parce que c'est 2 matchs de suite qui n'ont pas de coup sûr. Ils sont au courant de tous les stats là-bas, puis ils sont suivis, puis ils savent cette importance-là, puis le rayonnement que ça implique. Donc, quand on commence une série comme il est arrivé, ça a été mis à Trois-Rivières, mais après ça, la série, ils s'enlisent dans une séquence de 2-3 défaites en ligne. C'est très dur pour eux autres de s'en sortir avec la pression qui subissent. Est-ce que, Maurice, si je te demandais l'an prochain, est-ce que tu préférais voir Cuba revenir ou recommencer les matchs contre l'association américaine? Aurais-tu un choix en particulier? Moi, j'aimerais peut-être... pour le changement, j'aimerais peut-être voir des matchs avec l'association américaine. Mais d'un autre côté, moi, je dis que si Cuba revenait, je suis à peu près certain que le rendement serait meilleur à celui de cette saison. Et probablement que la deuxième équipe, parce qu'on ne sera pas de cacher que la République dominicaine, c'était pas le choix numéro 1. Là, on avait déjà une entente, je pense que c'était avec la Corée, tu me corrigeras, Michel, ça n'a pas fonctionné. On avait un plan B, mais il reste toujours des options intéressantes avec Japon, Corée. Nous autres, à un moment donné, on se disait peut-être un rassemblement des meilleurs éléments européens, ça pourrait être intéressant aussi, mais ça fait encore partie des options. Mais même sans les rassemblements européens, je pense qu'on en aurait plein on aurait beaucoup de difficultés juste contre la Hollande. Ouais. Puis présentement, je suis en discussion justement avec Kalyan Sam, qui est on discutait avec la personne qui représente la Hollande pour ça, puis il y aurait un intérêt. Donc, on va voir jusqu'où ça peut aller. Même chose du côté d'Italie, comme tu disais, la Corée. En fait, ce qui est arrivé avec Cuba, ça a ouvert des portes. Et j'aime cette formule-là internationale. J'aime aussi l'American Association. Mais je pense qu'on va avoir des choix à faire au meeting de ligue qui est le 11 octobre, puis à décider justement vers quoi on s'en va. Est-ce que ça se pourrait que l'association américaine soit plus réceptif vis-à-vis vous autres qu'elle l'a été dans les dernières années? Parce qu'ils ont eu quelques problèmes avec des concessions cette année. Hein. Oui, puis en fait, au meeting, au match des étoiles à Ottawa, on a réalisé qu'il y a plusieurs propriétaires qui le souhaitaient. Il y en avait qui parlaient fort qu'ils ne le voulaient pas, mais de plus en plus, je pense qu'il y a des propriétaires de l'American Association qui le souhaitent. Oui, il y a une certaine dépense parce que billet d'avion, mais quand on place ça, dans le fond, c'est une sortie de 9 jours, c'est pas la fin du monde non plus comparé à l'autobus. OK. Je reviens sur les Cubains. Parce que tu as parlé tantôt de Julio Martinez. Ma première réaction quand j'ai su qu'il a fait défection, j'ai pensé à toi, Michel. Je me dis, tu sais, tout le travail que tu as fait, puis même si on s'entend, Martinez aurait pu jouer à Québec, finalement, il a abouti à Trois-Rivières. C'est quoi la première réaction de Michel Laplante? Est-ce que tu étais déçu, fâché? On ne peut pas dire que tu t'y attendais non plus? Là? Ben, en fait, on avait peur dès le début parce que Martinez est un des plus gros prospects de Cuba. Donc, quand on nous l'a proposé, on disait, écoute, vous êtes sûr, là, si on tombe dans complètement une catégorie différente, c'est un jeune de 20 ans qui vaut des millions aux États-Unis, qui s'est jamais échappé, donc... Il n'y a pas de femme, pas d'enfant, probablement, ça change aussi la donne. Il y a une situation. Et en même temps, c'est spécial ce qu'on va voir dans les prochaines semaines avec tout ça, parce que
pour la première fois, c'est un joueur cubain qui est sous contrat avec une équipe de la Ligue Can-Am. Donc, même si une équipe du baseball majeur souhaitait le signer, là, on ne peut pas le faire parce qu'il est sous contrat avec une équipe de la Ligue Can-Am. Donc, on n'a jamais vu ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puis, le baseball majeur a toujours respecté les ententes avec les ligues, que ce soit pour 4 000 5 000 ou 2 millions. Je veux dire, il ne peut pas aller jouer avec une équipe du baseball majeur. Donc, c'est peut-être aussi ce qui va provoquer quelque chose dans tout ça. Fait que en fait, je suis curieux de voir vers quoi ça va mener, tout ça. Autant avec... Puis Cuba est très curieux aussi, parce que depuis le début, moi, je lui dis, écoute, quand un joueur va aller jouer aux États-Unis, qu'est-ce qui l'empêche d'aller jouer? Bien, je dis, il peut pas, il est sous contrat avec l'équipe. Et là, on va tester vraiment le marché cette fois-là. Est-ce que ça veut dire que Trois-Rivières va automatiquement exercer son année d'option sur le contrat de Martinez? Absolument. Donc, techniquement, il ne pourra pas signer avant, on va dire, l'automne 2018. Et là, il va arriver quoi quand une équipe du baseball majeur va vouloir le signer? Il va probablement avoir ses papiers dans 6-7 mois. On pense qu'il est en République dominicaine présentement. S'il obtient sa citoyenneté, qu'est-ce qui va arriver? C'est intriguant. Oui, très intéressant. Est-ce que Maurice, Julio Martinez, c'est un très bon joueur? J'ai parlé de Luis Robert tantôt. On ne peut pas les placer dans la même catégorie. Je pense que Robert était un joueur un petit peu plus développé, peut-être, que disons qu'il avait Martinez. peut-être une meilleure réputation, je dirais, internationale. OK. Mais d'ailleurs, concernant Martinez, lorsque Martinez est allé à Trois-Rivières, je n'étais pas content après Michel. Moi. Parce que j'ai dit, il aurait dû attendre un peu parce que je trouvais qu'il était bon. Là. Parce qu'il n'y avait pas de place à ce moment-là chez l'équipe. Non, puis on ne savait pas trop qui on devait retrancher ou pas, mais c'est parce que je voulais dire à Michel que lorsque je n'étais pas content de ta fête après toi, là, mais ça s'est calmé après. Mais c'est tout un joueur de baseball. La rapidité des mains, la vitesse. Il a juste 20 ans. Il aurait pu jouer dans le junior, puis c'est ça. il n'aurait pas été des plus vieux. Là. Non. C'est ça qui est Mais fascinant. non, c'est ça, oui. Je mets les Cubains de côté. Je veux qu'on parle un petit peu de la Ligue Can-Am en tant que telle. Écoute, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me parler d'expansion. Puis, écoute, tu sais, moi, je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Ça va quand même bien depuis quelques années, à 6 équipes, une certaine stabilité. Il y a des gens qui me parlent de l'Ontario. Il y a des gens qui me parlent des Maritimes, où il pourrait certainement y avoir un marché. La région de Boston, on a déjà eu évidemment Worcester, Brockton, et même Pittsfield qui était au Massachusetts. Est-ce qu'il y a quelque chose, Michel, qui se trame ou pas du tout pour le moment? Il n'y a personne qui a démontré son intérêt? En fait, il y a beaucoup de choses qui se trament, dans le sens que, Miles Wolff a eu des rencontres, quand tu parles de l'Ontario, dans la région de London, région de Mississauga, juste au nord, parce que, on le dit souvent, mais les équipes qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont les plus près des stades de baseball majeur. Donc, Kansas City, Saint-Paul, en fait, c'est que le papa qui revient à la maison, il dit « Écoute, chérie, je prends les enfants, puis il fait pas de souper, je les amène au baseball, puis au lieu de virer à gauche à 400$, il vire à droite à 40$. » Mais c'est un peu ça pareil, la réaction. Puis, on regarde Saint-Paul, c'est 5 000 à tous les soirs, c'est à 15 minutes du stade des Twins. Même affaire pour Kansas City qui est collé, c'était la même chose à Schaumburg. Donc, c'était marché-là de dire, OK, à 1 heure de Toronto, présentement, il y a beaucoup de trafic, c'est pas facile de se rendre là. C'est sûr qu'on est capable de mettre 4-5 000 dans un stade dans ce coin-là. Montréal est une option qu'il faut. Tu y crois encore à Montréal? Vraiment, vraiment. Rive-Sud, Rive-Nord, je pense que de plus en plus, surtout depuis qu'on a le synthétique et qu'on a le don. Ouais. Donc, ça ne devient pas un marché seulement pour du baseball professionnel. C'est pour l'ensemble du baseball. Donc, il est utilisé comme cette année, avec le nombre d'heures que les capitales vont utiliser par rapport à l'ensemble des heures, on devient 12 % d'utilisateurs du stade. Donc, politiquement, pour un maire ou quelque chose, c'est pas l'utilisation pour une seule équipe, c'est pour l'ensemble. C'est ça. Pas pour les pros, mais plus pour les jeunes et le développement. Exactement. Donc, tout ça est intéressant. Du côté de... Je connais pas assez l'Est, du côté d'Halifax, Moncton, tout ça, je pense que c'est un beau marché. Mais je pense que ça passe par Montréal. La journée qu'on va avoir 4 équipes dans notre région, après ça, on va pouvoir peut-être s'étendre vers London, Winnipeg. Mais je veux t'en reparler de Montréal, parce que moi, ma réflexion, c'était quand on s'est mis à parler des expos, puis beaucoup du retour des expos, j'ai eu l'impression qu'on a comme enlevé le dossier de la Can-Am, on a sorti ça de la table, on a dit non, nous, on se concentre sur les expos, mais dans le fond, on est dans le champ, le projet est encore sur la table. Il n'a jamais été aussi vivant qu'il est là présentement. Par contre, M. Coderre, ce qu'il veut, c'est avoir une équipe du baseball majeur. Donc, ça ne se fera pas sur l'île de Montréal. Ça va se faire sur la rive nord, sur la rive sud, mais j'ai vraiment l'impression que ça va se faire. Puis, es-tu capable de me donner peut-être une échelle au niveau du temps? Ou est-ce qu'on parle de 2 ans, 5 ans? Là, je suis à 663 jours. À peu près, un peu moins que 2 ans. Maurice, tu crois-tu à Montréal, la Ligue Can-Am? Ben j'y crois à cause un peu les gens impliqués là-dedans. Ouais. Je veux dire, faut pas se faire de cachette, là. Je veux dire, la Ligue, c'est expansionné à Trois-Rivières et à Ottawa.
parce que ce sont des gens de Québec, au départ, qui ont initié les projets. C'est un peu la même chose avec Montréal, avec d'autres personnes qui sont là. Alors, j'y crois, mais j'ai quand même encore une certaine réserve. Mais ce qui me fait un peu de peine là-dedans, c'est qu'au fil des années, avec l'arrivée de Trois-Rivières, et puis Ottawa beaucoup moins, on a perdu beaucoup de joueurs québécois. Oui. On avait un peu le monopole des joueurs québécois. Déjà que la manne a rapetissé dans les Déjà que la dernières manne a années. rapetissé, mais finalement, ça devient secondaire lorsque tu vas avoir une ligue en santé. Tu sais, à un moment donné, la Can-Am a été à quatre équipes. Là, c'est rendu à 6 équipes, puis en tout cas, selon mes informations, tout semble indiquer que ces 6 équipes-là vont être de retour l'an prochain. Alors, on fait des pas en avant, puis avec les rencontres internationales et tout ça, je pense que dans les dernières années, la Can-Am a augmenté sa crédibilité parce que le niveau était bas, là, à 4 équipes. Il fallait avoir la foi du charbonnier là, pour vendre ça. Là, je veux dire, 4 équipes, puis là-dedans, il y en avait une qui n'était pas très bonne. Alors, mais à ce niveau-là, il y a eu quand même beaucoup de chemin de parcouru. Mais quand, en 1999, les Capitales arrivent, Michel, tu es un joueur, Maurice, tu es encore au travail à ce moment-là comme journaliste. C'est que votre réaction, est-ce que, tu sais, parce que les Expos et les Capitales n'ont jamais vraiment été en compétition, mais lorsqu'ils sont arrivés en 99, qu'est-ce que ça a changé au portrait? Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, tu disais, il faut aller chercher des gens qui habituellement font un voyage au Stade olympique pour les amener chez nous, ou pas du tout? On dit, nous, on a notre produit pour les gens de chez nous, puis les gens viendront découvrir notre produit tout simplement? Mais je pense que au départ, ça avait été fait pour les gens de Québec. Mais je te dirais qu'à un moment donné, peut-être Michel va être d'accord, un n'empêche pas l'autre. Non. Puis même la présence de l'un peut aider l'autre. Mais par contre, moi, je me suis dit, lorsque c'est arrivé en 1999, bien, c'est une aventure qui va durer 6-7 ans. Parce que c'est un peu la longévité de ces ligues-là. Là. Bien, ça me fait penser un petit peu à la Ligue senior dans le hockey. On dit souvent ça, on monte, creux de vague, puis c'est toujours Mais un la peu comme même ça. chose au milieu des années 60 et jusqu'aux années 70, ça a été la même chose avec la Ligue provinciale, qui avait un excellent calibre, Oui. avec beaucoup de joueurs importés. Alors, je me disais, ça va faire 6-7 ans. Puis là, ben, on se dirige vers la 20e année. Là. Puis, Fait que tu m'aurais pas cru si en 99, je t'avais dit, on va être là, dans 20 ans, on va être encore là. Tu m'aurais jamais non, cru. puis d'ailleurs, j'avais fait une remarque à un moment donné qui avait froissé Miles Wolff concernant le calibre. Laquelle? C'est parce que là, on parlait, tu sais, les gens parlaient du calibre. Puis ils disaient, bah, ça va, tu sais, c'est toujours le fameux débat. Du 2A, du 3A, du petit A. Mais moi, j'avais dit, mettons une équipe sur le terrain, là, puis si c'est du 2A, tant mieux. Mais j'ai dit, j'ai peut-être mes doutes pour le 2A. Puis ça, l'information avait été refilée à Miles, puis à un moment donné, il m'avait accroché. Well, you know, Maurice. Puis j'ai dit ça de même, Miles, mais tant mieux, là. C'est du 2A, je vais être bien content. Mais je pensais jamais que ça durerait aussi longtemps. Puis tant mieux si je me suis trompé. Là. Les gens disaient, François, juste pour ajouter, moi j'étais dans un bureau à ce moment-là. Je travaillais dans un bureau des Capitales avant d'arriver comme lanceur le 4 juin. Tu essayais de vendre des billets de saison. J'essayais de vendre des billets de saison et ceux qui étaient là à l'époque, 20 ans plus tôt, ils disaient, écoute, le baseball, je te le dis tout de suite, ça va s'essouffler dans 4-5 ans, puis vous allez durer 4-5 ans. Et quand on regarde les Alouettes, on regarde toutes les équipes qui ont passé les carnavals, tout ça, c'est une durée d'à peu près 4-5 ans. Donc, d'arriver à la 20e année, puis je dirais même d'arriver à la 20e année vraiment fort, parce que dans les 3 dernières années, ça monte tout le temps. Ouais. Ça, c'est rassurant. Mais je pense qu'on peut dire quelque part que la Ligue, que ce soit Northern, Northeast, Can-Am, a été plus en danger que les Capitales en tant que telles. Les Capitales ont toujours bien performé, mais dans des ligues qui parfois en arrachaient un peu. C'est le reproche qu'on a souvent fait au Capitale, c'est d'évoluer dans une ligue qui n'avait peut-être pas la crédibilité que les Capitales possédaient. C'était un reproche qu'on leur adressait. C'est pour ça que c'est quand même rassurant de voir que la Ligue se solidifie puis qu'on on augmente le nombre d'équipes au lieu de diminuer. Donc, si, par exemple, le maire Coder annonce que les Expos reviennent dans 2 ans, Michel, toi, comme président des Capitales, tu n'as aucune inquiétude. Ça Non, change pas du tout, au absolument rien. contraire. Au contraire, ça veut dire qu'on va ouvrir nos bulletins de nouvelles en voyant du baseball, puis ça va rappeler à celui à midi qui voit le bulletin de nouvelles qui dit « Ah, ce soir, on va-tu au baseball? » Mais au lieu de faire 2h30, puis c'est sûr qu'il y a de nos fans qui vont aller voir du Non, baseball c'est à Montréal. normal puis aussi, là. mais c'est parfait, mais le sport amène plus de gens, puis tant mieux. Je veux dire, moi, le seul doute, la seule chose que j'aime moins dans le projet de Montréal, c'est que
on va investir 1 milliard dans un stade qui va servir seulement au baseball majeur. Pourquoi pas investir 1,04 milliard et avoir un stade qui va servir pour le baseball majeur, puis à côté un stade qui va servir pour l'ensemble de la communauté. Donc, c'est toujours ce qui me fait un peu peur. Et c'est ce que j'aime du nouveau stade à Québec, c'est que présentement, il sert à tout le monde. Donc, Mais c'est drôle qu'on parle de l'équipe majeure, parce que moi, je me souviens que les premières années des capitales, les expos existaient, puis je me souviens d'une belle journée. J'avais dit à mon épouse, on va aller aux expos en après-midi, mais on va redescendre pour les capitales ce soir. Ben, elle dit, es-tu sérieux? Mais j'ai dit oui, on va avoir le temps, puis évidemment, on a eu le temps. On a vu les 2 matchs. Elle savait dans quoi s'embarquer, ta femme, quand c'est sûr. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je faisais des farces avec mon ancienne blonde. Je disais, moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est regarder les box scores, regarder ce qui s'est passé sur tous les matchs en soirée. Puis, à un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Là, si tu travailles pas, c'est samedi, t'es en vacances. Mais cette passion-là pour le baseball vient de chercher pour les chiffres. C'est hallucinant. Un coup que tu as ça dans les veines, c'est impossible de sortir. Puis je pense que je vous connais un peu, je pense que je suis pas le seul. Je dis pas que vous regardez les box scores tout le temps en vous levant. Vous avez des familles et tout ça. Mais c'est le fun à regarder. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun. Puis tu sais, tu fais un pôle de baseball, tu suis ton équipe préférée, tu suis les anciens des capitales aussi. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'Andrew Albers qui est remonté dans les majeurs dernièrement. Il y a un côté pour le baseball que quand tu ne connais pas le sport, ça peut prendre un certain temps avant de t'y habituer. Un coup que tu es embarqué dans le wagon, t'es fait. Là. Pour le reste de ta vie, tu t'embarques, c'est fini. Quand tu as passion, tu l'as. Moi, quand je couvrais un Nordique, là, lorsque la fin de février, mars arrivait, d'un voyage d'autobus avec les joueurs, mettons, de l'aéroport à l'hôtel et tout ça, il y avait 3-4 joueurs des Nordiques qui aimaient le baseball, puis ils me demandaient de leur faire des quiz de baseball. Ah ouais? Alors, je préparais des quiz de baseball. Puis, à un moment donné, dans le milieu de l'autobus, la première chose que j'entendais, c'était Michel Bergeron en avant, puis qui disait « Dumas, tu couvres une équipe de hockey. » Ouais, c'était tes gars, Michel, qui m'ont demandé ça. Mais 10 minutes après, Michel arrivait avec la gang pour répondre aux questions du quiz. Parce que Michel Bergeron avait été un joueur de baseball. Oui, puis je sais qu'il est déjà allé à Cuba, d'ailleurs, affronter Fidel Castro dans certains matchs d'exhibition. Je te dirais qu'avec les années, la moustache de Castro a blanchi, là, parce que lorsqu'on la raconte plusieurs fois, des fois, ça peut augmenter un peu. Je refais juste une petite parenthèse, parce que chez Maurice, on en a déjà parlé dans le temps de Québec 800 CHRC, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient pourquoi pas le baseball affilié au lieu du baseball indépendant. Je pense qu'on en a déjà parlé qu'un calendrier d'environ 140 matchs, c'est inimaginable à Québec avec la température qu'on a. Est-ce que je me trompe? Bien, ça serait moins pire maintenant avec le terrain. Hein? Ouais, je pense que c'est peut-être Mais sauf que le problème, là, tu regardes, tu es dans l'affilié cette année. Sam a une première moitié de saison extraordinaire. Il n'est plus là, au début de juillet, il est rappelé. Il a monté d'un niveau au moins. Oui, mais tu sais, on toujours dans ce contexte-là. Blanco n'est plus là non plus, là. Puis Tessenbaum n'est plus là non plus, là. Tu sais, je veux dire, moi, l'an passé, je suis allé voir jouer l'équipe ferme des Red Sox à Portland, 2A. Le soir, j'étais avec mon fils Guillaume et mon petit-fils. Puis il y avait 2 joueurs là, que je voulais voir. Mokanda puis Benintendi. Oui. Tu arrives au match, il n'y avait ni un ni l'autre là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est le problème du baseball affilié. Tu peux pas t'attacher, là. Et il n'y aurait pas beaucoup de Québécois non plus, parce que veux pas, tu te dis, t'en repêches un de temps en temps pour... C'est pas toi qui décides non plus de qui joue où puis dans quelle formation. Là. Mais je te dirais, par contre, les Québécois, moi, j'ai toujours aimé ça d'en voir avec les capitales. Mais je pense qu'avec les années, je te dirais que c'est... J'adore toujours les Québécois, mais je pense que c'est devenu moins important, un peu. Parce que ce qui compte, c'est la qualité de l'équipe que tu mets sur le terrain. Oui. Et puis... on a recruté beaucoup moins de Québécois dans les dernières années, on ne sait pourquoi, mais par contre, on recrute beaucoup de joueurs canadiens, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et tout ça. Alors, je te dirais qu'à ce niveau-là... au niveau de la démographie, on le savait que ça s'en venait parce qu'il y a 8, 9, 10 ans, les inscriptions au baseball mineur, c'était de 16 500, 17 000. On se tenait là-dedans. Cette année, on est à 32 000. Et on a déjà été à 45 000 quand on parle du début des années 90. Donc, s'il y a 8-9 ans, tu joues au baseball, tu as 7-8 ans, tu te retrouves 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, il y avait une masse qui était plus petite. Et pour... on parlait du baseball affilié. Oui. Pour avoir joué dans le baseball affilié, là, les joueurs n'ont pas intérêt
la fiche de l'équipe. Tu sais, présentement, ce qu'on voit avec les Capitals, là, Patrick, il me disait, ouais, les joueurs sont un peu tendus présentement, ils veulent tellement passer, puis ils souhaiteraient affronter beaucoup plus Sussex que New Jersey. On retrouve pas ça dans le baseball affilié. Dans le fond, ton objectif, c'est pas de gagner, ton objectif, c'est de monter au prochain niveau. Et de battre peut-être le gars à la même position que toi. Exactement. Donc, à toutes les fois que ton coéquipier lanceur vient de lancer 6 manches et 2 tiers, puis qu'il sort de la game, tu dis, hey, bon match, c'est pas très sincère, là, honnêtement, puis c'est ce qui fait que c'est moins intéressant. Et le fin connaisseur, comme toi, comme vous deux, dans le baseball affilié, il y a un certain trip. Parce que tu sais à quelle ronde il a été repêché, tu lis le magazine, tout ça. Donc ça, je dois avouer que c'est le fun parce que là, il arrive à un tel niveau, puis tu te dis quand est-ce qu'il va monter, tu connais ses stats. Mais pour celui qui connaît un peu moins le baseball, puis qui veut voir des joueurs se défoncer, puis qui veut voir une équipe qui avec une image qui est près de la communauté, tu ne retrouves pas ça dans le baseball affilié. Est-ce qu'à un certain point, ça devient presque malsain dans le baseball affilié? Je veux dire, sans dire que ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont presque pas des coéquipiers parce que tu souhaites presque le malheur de quelques-uns d'entre eux. En fait, c'est très malsain, puis c'est en train de devenir malsain plus jeune. Je parle aux coachs qui sont avec des travel teams présentement, comme les meilleurs joueurs au Québec vont voyager. Après ça, ils affrontent le U16 ou le U18 de la... Les jeunes, tu peux pas demander un cours et frappe à un enfant, tu peux pas demander un bon, tu peux pas demander de faire quoi que ce soit. Lui, il est là parce qu'il y a des dépisteurs qui le regardent, puis il va aller au prochain niveau. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu travailles un peu avec plus de mouvement sur ton lancer. Non, il y a des dépisteurs en arrière. Moi, ce que je veux, c'est briser le radar à 90, 91 000 $. Donc, c'est rendu très, très, très individuel puis difficile à gouverner. Pas de misère à le croire. Puis je vais juste fermer la parenthèse sur le baseball affilié parce que faut que je raconte aux gens qu'on avait été au Yankee Stadium. Écoute, je me rappelle pas c'est quel voyage, on en a fait quelques-uns. On est allé au Yankee Stadium. Je suis assis avec Michel Laplante, quelques joueurs des Capitals. On regarde le match. Et à un moment donné, A-Rod, Alex Rodriguez, vient frapper. Puis Michel me donne un petit coup de coude puis il dit « Je l'ai déjà striké dans le baseball mineur. » Tu sais, dans le baseball affilié. Puis tu sais, ça fesse quand quelqu'un dit ça. A-Rod, qui était un des meilleurs frappeurs de l'histoire. Michel, dans ta carrière... Je peux juste ajouter qu'il y avait 20 ans, j'avais c'est 25 grave, ans. Ça. Faut pas que tu le dises. Ça reste quand même... c'est assez particulier. Dans les joueurs avec qui tu as joué, que tu regardes dans le baseball majeur, y a-tu certains gars qui ont eu un succès que tu t'attendais pas du tout? Tu sais, des coéquipiers que tu dis, ces gars-là ne passera jamais le 2A, ne passera jamais le 3. Finalement, le gars finit par faire 32 millions dans les majeurs puis de frapper 200 circuits. Y en a-tu? Oui, il y en a beaucoup. En fait, de mémoire de même, juste des coéquipiers à moi qui étaient en passant quand même des bons coéquipiers, mais qui ne ressortaient pas. Esteban Loaiza, il a une carrière quand même. Je pense qu'il a même fait le match des étoiles. Il était presque partant avec John Lieber. John Lieber j'ai été coach en bras avec John Lieber. Il y a des joueurs comme le catcher Jason Kendall. On l'a vu passer des mineurs et on savait qu'il allait être bon. On le sentait, puis il était très, très bon. Il y a des joueurs qu'on est un peu déçus, qu'on trouvait incroyables, qui ont une carrière ordinaire, mais c'est pas ordinaire, mais comme J.D. Drew. Oui. J.D. Drew, c'est un des meilleurs joueurs jeunes qu'on a vu jouer. Derek Jeter était bon, mais pas à sortir du lot. Wow. Ça, ouais. Puis effectivement, il a une belle carrière d'un majeur, mais c'est parce qu'il faisait... Je veux dire, fallait le voir jouer beaucoup pour comprendre ce qu'il faisait de bien. Parce que c'est pas un joueur qui avait beaucoup de range, c'est pas un joueur qui avait un super bras. Il n'y avait pas des atouts incroyables, mais il a une carrière incroyable. Et puis c'est drôle, tu parles de J.D. Drew, je vais me tourner du côté de Maurice. On dirait que ça a été le début d'une époque de choix de première ronde, parce que Drew n'a pas voulu aller jouer à Philadelphie au départ. On dirait que ça a été un des premiers à dire « je veux plus d'argent, sinon je ne signe pas ». Puis écoute, c'était pas dans un mauvais marché de baseball, là, il voulait plus d'argent. Puis je pense qu'il s'est ajouté beaucoup de pression sur les épaules dans une famille qui était assez talentueuse, mais le résultat est un peu décevant dans son cas. Là. Mais qui l'avait repêché en premier? C'était-tu Philadelphie? Philadelphie. Il est allé jouer à Saint-Louis. Oui. Puis c'est ça, mais ça a été toute une histoire, par contre, J.D. Drew, puis c'est, comme tu le mentionnes, à ce moment-là, les joueurs qui étaient repêchés comme ça, on signait, puis on regardait pas souvent, on regardait pas le montant. Là. On signait parce qu'on voulait jouer d'un majeur. Et là, à partir de son cas à lui, on s'est mis à regarder un peu plus les chiffres. Ben, il est parti jouer à Sainte-Paul. Oui. Et il demandait 11 millions. OK? Et les joueurs qu'on l'affrontait, donc nous, on avait déjà été dans le baseball affilié, puis on venait, puis on le trouvait tellement arrogant, dans le sens de demander ça. Puis la première réaction, c'était « moi, mais que je le vois, je le bine ». Puis là, ben, la première fois que tu essaies de le biner, le premier lanceur lance 90 000 un peu en dedans, puis la balle se retrouve à 300 pieds fausse balle. Wow! C'est quoi ce phénomène? Les mains tellement rapides.
Et chaque jeu qu'il faisait, il courait au premier but, c'était dans le tapis, il courait partout. Il a gagné le respect de tout le monde. Il est pas arrivé avec la grosse tête en Ah, disant vraiment je pas. vais faire le ménage ici. Non, les gens l'appréciaient, les coéquipiers l'appréciaient. Donc, ça, c'était lors du premier match. Deuxième match, on pensait ça de lui. Puis à la fin de la série, on disait « Wow, c'était impressionnant. » Écoute, C'est un talent supérieur. Il a quand même une carrière respectable, il faut s'entendre. C'est pas Pas comme mal ça- meilleur que son frère. Ben oui. En fait, le problème qu'il avait quand il avait 21, 22 ans, puis qu'il n'a jamais été capable de passer par-dessus, c'est le changement de vitesse. OK. Et c'est vraiment, si vous regardez là, la qualité des mains, de tout ce qu'il fait est incroyable. Il ne voyait pas le changement de vitesse à 21, 22 ans, puis il ne le voyait pas à 26, 27, 28, 29 ans. Puis c'est vraiment ce qui a amené qu'il n'a pas eu une carrière extraordinaire, c'était à cause de ce lancer-là. Jonathan Marleau a déjà raconté son histoire de à quel point il est venu prêt de jouer dans les majeurs. Tu sais, dans une chambre d'hôtel, il attend juste le téléphone. Es-tu venu prêt, Michel, d'avoir ce téléphone-là? As-tu déjà pensé à un moment donné que le téléphone allait sonner avec, par exemple, les Pirates de Pittsburgh pour dire c'est à mon tour, puis je pense que c'est Ouais, moi le prochain? À 2 reprises. La première fois, je suis au camp d'entraînement des Pirates. Et ça va vraiment bien. Puis on décide de me monter pour un match là, de la Ligue des Pamplemousses. Là. Puis ça se passe vraiment bien. Puis on nous avait demandé de nous auto-évaluer. OK. Donc, où on se voyait. Puis je me souviens, le lendemain, on était venu me chercher dans le vestiaire. On est tous au camp d'entraînement. Puis on dit, on veut te voir. Puis on dit, on se voit pas du tout à la même place. Moi, je me voyais possiblement commencer 2A, j'espérais. Puis après ça, m'en aller 3A l'année d'après, puis un jour être dans les majeurs. Puis eux m'ont dit carrément, tu vas partir le premier match le 6 avril dans le 2A. OK. Et on veut t'avoir des majeurs au mois de juin. Et le problème qu'on voit en toi, c'est qu'il faut que tu gagnes dans les 2 prochains mois 2000 à l'heure sur ta balle rapide. Fait que c'est beau. J'ai travaillé là-dessus. J'ai perdu mon match d'ouverture. Je me suis ramassé avec une fiche de 0,3 et une moyenne d'autour de 5, 5,5, quelque Donc, chose tu as comme ça. sacrifié ta fiche pour tes 2000 à l'heure. Et c'était correct. Non, lâche pas, c'est ce qu'on veut. Et là, Doug Drabeck, à l'époque des Pirates, se blesse. Donc, c'est John Lever qui monte, mon roommate. Un premier départ à Chicago. Il y a une victoire. Après ça, il va jouer à Philadelphie. Il y a une victoire, fait qu'il redescend à jamais. Il a joué finalement à 10-11 ans. Et après ça a été... Je suis le seul joueur de cette équipe-là qui n'a pas joué dans le baseball majeur comme lanceur. Ah ouais. Donc, et j'étais le partant numéro 1 donc, du premier match d'ouverture. Mais tu n'as pas l'air d'un gars amer du tout. Pas en tout. Non, parce que j'ai probablement pris la place de bien d'autres personnes qui auraient dû prendre la mienne 3-4 ans plus tôt. Puis non, au contraire, c'est comme ça fait partie de tout ça. Puis, tu sais, la sélection, je regardais du tennis. Bien, le tennis, tu gagnes ton match, puis il n'y a pas un dépisteur qui va dire « Ouais, mais tu passes pas finalement parce qu'on n'a pas aimé ton style. » Tu sais, c'est vraiment le résultat que tu as. Mais quand tu t'embarques dans du sport d'équipe de même, tu es conscient que les 700 joueurs du baseball majeur, ben c'est pas les 700 meilleurs, c'est les 700 choisis. Probablement que les 200 premiers sont vraiment une coche à part, mais après ça dépend d'une décision. Puis le joueur de 3-4e trio au hockey, ben c'est de la sélection, là. Tu sais, je veux dire, Faut que tu sois au bon endroit au bon moment aussi. ouais. Mais quand tu l'acceptes, puis tu te dis hey, c'est pas grave, j'ai vécu 7-8 années extraordinaires, ben ça passe bien. Parce que j'allais dire, Maurice, quand tu couvrais les expos puis le camp d'entraînement, à cette époque-là, des Québécois, c'était une denrée rare. Là. Il y en avait à peu près pas dans les filiales. Ben, il y avait Derek au coin. Oui. Ouais, je me suis Qui a lancé quelques matchs Il a avec les lancé expos. quelques matchs, Mark mais- Griffin, Mark Griffin, oui, les dernières années. Oui, il était avec les Dodgers et ensuite avec les expos. Avec les expos, il a joué à Harrisburg dans Ouais. le 2A, mais il n'y en avait pas, là. Non, Tu sais, c'est ça. c'était j'ai vraiment... croisé Dominique Terrien à quelques reprises. Ouais. Je l'ai affronté des mineurs, mais à part ça, Parce que j'allais dire, par exemple, pour les capitales, est-ce que c'est une meilleure publicité de voir Andrew Albers lancer dans les majeurs ou de voir Jason Terrien, qui est un Québécois, lancer avec les Phillies? C'est quoi la meilleure publicité pour le baseball des capitales? Parce qu'écoute, Albers, l'histoire est fascinante. Là. Ben, moi, je te dirais que il y a beaucoup de préjugés envers le baseball indépendant. Puis à chaque fois que j'en vois un qui a passé par le baseball indépendant puis qui remonte dans le baseball majeur ou qui monte, c'est une grosse victoire parce qu'il y a des gens qui croient encore, puis des gens qui sont assez bien renseignés, qui croient encore qu'un joueur... Je te donne l'exemple de Jordan Leonardton. Il y a des gens qui vont te dire « Mais ça se fait qu'il n'est plus dans le baseball affilié. » Bien, Leonardton n'est plus dans le baseball affilié parce que il est rendu à un certain âge, puis on réalise qu'il ne jouera jamais dans les majeurs. Alors, l'équipe qui possède ses droits, à un moment donné, le libère pour faire place à des jeunes qui montent.
Mais ça ne veut pas dire que le gars est plus capable de jouer, là. Mais il y a des gens qui croient ça. Et puis, oui. Ben non, mais t'as raison. Hier, je suis assis avec Pierre Tremblay. Son Ça joueur se peut. préféré, c'est Leonardton. Donc, il me dit hier, il dit, Michel, pourquoi lui, il n'est pas monté dans les majeurs? Ah, je dis, je pense qu'il y a eu un peu de misère au 3. Il dit, t'es sûr de ça? Fait que je sors les chiffres au niveau 3. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire, c'est des stats. En plus, défensivement, C'est un gant doré, 2A, 3A. Ça revient à ce que je te dis tantôt, être à la bonne place au bon moment. Tu sais, j'ai eu la même réflexion avec Balbino Fuenmayer quand il était dans l'organisation des Royals ou des Braves. Le gars joue bien au 3A, peut-être jamais sa chance. Leonardton, défensivement, est supérieur, je pense, à 95% des joueurs de premier but dans le baseball majeur. Oui, mais je pense qu'il a fini dans l'organisation. Il a joué beaucoup dans l'organisation des Tigers aussi. Puis il y avait un gros monsieur qui joue au premier but. Dénommé Cabrera. Qui est pas pire, là. Mais même, il a été sur ce que tu appelles le 40-man roster à Détroit. Mais c'est pas parce qu'il a décidé qu'il a été libéré qu'il joue maintenant dans le baseball indépendant, que c'est devenu un mauvais joueur, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça que je dis quand il y en a un qui retourne, c'est une grosse victoire. Mais on parle de Malo, Sams, les 3 Cubains, Leonardton, on peut même mettre Carl Gelina dans ça, Blanco. C'est plus fort que FP Santangelo, là. Ouais. Tu sais tu comprends ce que je veux j'aime ta dire? comparaison. FP, il avait fait ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de timing selon le spot qui est libre à ce moment-là. Des fois aussi, c'est le dépisteur qui, à l'époque, a repêché FP Santangelo, qui devient assistant GM, qui devient GM. Ouais. Puis il veut s'assurer que son pic passe. Là. Donc, Ça me fait presque penser quand les gens parlent de baby bonus. Là, un gars de première ronde à qui tu as donné beaucoup d'argent, la patience est beaucoup plus longue pour ces gars-là. Puis souvent, on grimpe rapidement, même si tu frappes 215 au niveau A. On va te grimper pareil parce qu'on t'a donné 3 millions. C'est le même phénomène qu'un premier choix repêchage au hockey. Ouais. Il y a 10 fois plus de chance. Puis c'est normal qu'il y ait plus de chance parce que l'équipe a tellement investi d'argent en lui. Sauf que le gars qui n'a pas cette chance-là, lui, il baboune, et avec raison. mais juste ajouter dans tout ça, là, on parle de Malo, Leonardton, les Cubains, Sam, tout ça, c'est tous des joueurs à visa. Ce qui est un peu plus complexe pour les très équipes. complexe. Donc, d'amener un joueur de 28 ans, 27-28 ans, de le garder au niveau 3A, c'est sûr que si un gars comme Leonardton continue au 3A pendant encore 1 an, 2 ans, maintenant, il y en a un qui se blesse, il monte, puis il a sa chance. Peut-être l'exemple est bon là, avec les Tigers qui ont fait une vente de feu, il y aurait peut-être eu de la place. Il aurait monté. La même affaire pour Sam, parce que normalement, ce joueur-là monterait à quelque part, mais il a besoin d'un visa. Et je pense que c'est 600 visas qui est octroyé au baseball majeur, qui est redivisé par les équipes. Donc, Mais la meilleure preuve, là, lorsque je parle avec des gens, d'ailleurs, un de mes amis qui demeure aux États-Unis, qui va venir au Capitale en fin de semaine, je dis, la moitié de l'équipe des Capitales a été ou aurait dû être à la Classique mondiale au printemps. Regarde les joueurs qui étaient là. Puis si on rajoute à ça que Leonardton aurait probablement dû être là, que Gelina aurait probablement... Tu as peut-être la moitié de ton équipe qui était à la Classique mondiale. Tu sais, c'est quand même quelque chose, là. moi, c'est la plus belle formation que j'ai vue en 19 ans. Là. En parlant des capitales? Oui, absolument. Parce que moi, j'ai dit assurément que c'est le meilleur avant-champ que tu as jamais eu. Écoute, peu importe qui joue au deuxième but, là, je pourrais y aller. Pas besoin d'un frappeur en bidex en plus. Ah ouais, je pourrais y aller. Mais c'est mais en termes d'alignement, c'est plus un alignement qui se rapproche du 3 qu'un alignement qui se rapproche du 2. Mais c'est parce que... Puis tu as peut-être, dans les faits, tu as peut-être 7 vétérans dans l'équipe, là. Ouais. C'est pas loin. Tu sais, les Cubains, là, c'est des vétérans, là. Ouais. Tu sais, puis tant mieux, ces règlements favorisent, mais c'est ça pareil. Alors, ça peut pas faire autrement à un moment donné que... Mais c'est une... J'ai de la misère à dire que c'est la meilleure formation. Il y en a eu des bonnes, Michel, depuis 2009-2010, là. Ouais. Puis tu as dirigé la... Mais en termes d'expérience, là... Tu as dirigé 2006 au Grand Championnat. Ouais, non, c'était pas proche de ça. C'était une équipe de 2009. 500, mais qui avait... en anglais, on dit qu'il y avait piqué au bon moment. Voilà. Mais 2009, ça ressemble quand même en termes d'expérience, mais là, c'est trop, là, dans le sens que c'est l'expérience, la défensive, au complet. Là, pour moi, Il y a un bel équilibre. Ouais. Je regarde les statistiques défensives. Tu sais, il y en a qui vont dire que peut-être que le synthétique a aidé. Là. Puis je regarde un gars comme Gracial. Il y a 6 erreurs cette année. Ouais. Puis je regardais Sandoval qui joue pour nous. Il n'y a pas au-dessus de 20 erreurs, lui. Oui, puis Hey, c'est quand même toute une différence, là. Il c'est est dans une incroyable. position Puis qui je est- regarde Mandoulé. Mandoulé a 9 erreurs depuis le début de la saison. Puis là-dessus, il a une coupe. En tout cas, alors, c'est incroyable comment que.
parlez de l'avant-champ, là, comment que c'est solide, là. Quand tu lances la balle à Len Horton, ça l'aide aussi. Parce que Oui, je n'ai tout ce qui est... Une erreur. Une erreur. Une erreur dans toute la saison, puis je pense qu'il en a sauvé probablement une cinquantaine. Une erreur et j'aimerais voir la décision. C'était sur la route, Maurice, parce que quand ils sont partis avant leur long voyage, il y en avait Moi, pas. je sais que c'est ça la route. Je veux juste revenir un peu. On parlait tantôt de 1999 quand les Capitals sont arrivés. Maurice, quand les Nordiques partent en 1995 jusqu'en 99, à quoi ressemble le paysage sportif à Québec? Comme journaliste, comme directeur, je ne sais pas si tu es directeur des sports à l'époque, là, mais Oui, absolument. ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a une espèce de tristesse dans le monde du sport ou pas du tout? On trouve autre chose à couvrir? Oui, il y a une grande tristesse. Et puis, par contre, pas longtemps après, mais je parle au niveau de Québec, là, Oui. le Rouge et Or est arrivé. Oui. Quelques années après le Rouge et Or, les Capitals sont arrivés. Et puis, évidemment, les remparts sont devenus ce qu'ils sont devenus. Là. Mais tu sais, je veux dire, à cette époque-là, je pense que c'était probablement, là, si je me trompe, on me corrigera, c'était les remparts qui jouaient au PEPS. Là. Au début, oui, Ouais, lorsqu'ils sont revenus, oui. Et puis, je te dirais qu'il y a quand même des gens qui se sont un peu rabattus sur je te dirais, la toile du sport régional. Mais au niveau du sport majeur, c'était une grande tristesse. Là. Puis en plus, les expos à Montréal qui étaient près de nous, donnaient des signes qu'à un moment donné, c'était un peu le commencement de la fin. Ah, non, c'était pas drôle. Là. Puis, par contre, ça n'a pas été aussi tragique que certaines prédictions avaient été faites. Là. À un moment donné, je me rappelle, je pense que c'est Marcel Aubu qui avait déclaré qu'il y a des journaux qui fermeraient. Puis, Mais à l'hiver, moi, je arrêtez, ne connais pas Québec à ce moment-là. Et je déménage à Québec en même temps. T'arrives de où, là, Michel? J'arrive de Madison, au Wisconsin. Okay. Puis ça faisait une couple d'années, ça faisait 6-7 ans que j'étais aux États-Unis. J'avais été en Chine un an. Et là, j'arrive à Québec et je m'installe en octobre 98. Et on me donne une liste de gens qu'il faut que j'appelle pour les billets de saison. Et c'était tellement négatif, là. Et les gens, moi, je connaissais pas le passé, là, ce qui est arrivé avec les Rafales puis les Nordiques. Et les gens me disaient carrément, non, on n'achètera jamais de billets de vous. C'est parce que ils n'avaient pas fait leur deuil. Ils n'avaient pas fait leur deuil, puis ça ne marchera pas, votre affaire. Puis écoute, je raccrochais, puis j'étais assommé pendant 5 minutes. Non, faut que tu reprennes le prochain appel, puis tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'était décourageant. C'était quoi la base de billets de saison la première année des Capitals? Ça ressemblait à quoi? Bien, en fait, c'était possiblement autour de 200, quelque chose comme ça. Ça n'a jamais augmenté beaucoup, mais on est arrivé avec le flexi-choix par après. Mais Denis Falardeau, feu Denis Falardeau, il était rentré à un moment donné dans un bureau, puis il avait dit, moi, j'aime ça le baseball, je vais vous encourager. Puis je pense qu'il avait pris 50, avec ses fournisseurs, il avait pris quelque chose comme 50 billets de saison. Ça avait fait du bien, là. C'est wow, avec les métros, puis tout ça, là, c'était... Mais à quel moment, dans cette première saison-là, vous vous dites, oui, ça va marcher, parce que le premier soir avait été fantastique, une bonne foule, puis un bon show. Mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là, est-ce que c'est au milieu, à la fin de l'année, que tu dis, oui, je pense que le calibre est bon, on a des Québécois, les gens aiment le baseball à Québec. À quel moment vous vous êtes dit, je pense que ça va marcher pour un petit bout de temps? Ben moi, je veux dire, c'était sûr que ça marcherait, j'aime le baseball. Ouais. Puis je me rappelle, j'étais directeur des sports à l'époque, puis moi, je montais pas super à la maison après le travail, là, j'arrêtais au stade, puis T'allais souper là. J'allais souper là, puis après ça, je me dirigeais à la maison plus tard. Mais pour moi, l'amateur de baseball, là, c'était vraiment... c'était un peu une soupape, là, tu sais, je veux dire, parce que en plus, ça devient ton équipe, là, et puis tout ça, mais évidemment... Puis il faut toujours que tu fasses abstraction du calibre, là. Ouais. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose, là, qui allait et qui devait réussir. Mais les gens s'étaient pas trompés parce qu'après 4-5 ans, là, c'était difficile. Nicolas Labbé était directeur général à ce moment-là, là, puis il revoyait toutes ces choses, puis c'était vraiment difficile. Puis pour Miles Wolff aussi, là, d'arriver constamment dans le déficit puis de dire « Ah, je pense que ça va marcher pareil, puis on va recommencer. » Ça a été des années vraiment difficiles, puis dans le fond, ça passe pas, là. C'est toujours en dessous de la ligne. Et là, dans les dernières années, ça commence à... Je veux dire, les opérations complètes grandissent, il y a plus de monde, il y a un plus grand rayonnement qu'il y avait, mais ça demeure quand même fragile, une équipe sportive. Mais les années les pires, là, 2004, 2005, 2006, c'était vraiment, vraiment difficile.
Puis quand je regarde l'arrivée du synthétique, je disais à des gens, je pense sincèrement qu'il y a au moins 5 soirs cette année où on n'aurait jamais joué au baseball à Québec ni tété du synthétique. Est-ce que pour vous, financièrement, ça fait une grosse différence aussi? Parce que veut pas, je pense que les gens ne réalisent pas qu'un programme double, ça coûte des sous là, à l'équipe, que ce soit les Capitals, que ce soit les Jackals, peu importe. Un programme double, c'est de l'argent qui s'envole pour une équipe. Ce qui est dur à mesurer, c'est que l'an passé, il n'y a pas de programme double. L'an passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match cancellé. Ouais, OK. On a joué les 53 matchs, alors que cette année, on en a cancellé 2. Est-ce que c'est plus rentable de jouer un match, exemple, de vendredi soir sous la pluie, qu'on joue pareil sur le synthétique, ou de jouer un double le samedi? Tu sais, certains vont dire, t'es peut-être mieux de jouer ton double le samedi parce que Ça dépend entre les deux matchs, les concessions la roulent. température, C'est ça. la réponse des gens aussi. Exactement, mais il faut le voir sur 10-15 ans, dans le sens que celui qui vient jouer au baseball, qui a 7-8 ans présentement, puis qui découvre le stade Canac, puis ça lui donne le goût de continuer à jouer au baseball, bien, c'est un client dans 7, 8, 9, 10 ans. Ouais. Et il faut le voir vraiment à long terme, là. On bâtit par le bas, puis finalement, ça va rapporter. Mais je veux dire, le synthétique, puis je pense que je peux même me nommer, je fais partie des gens qui avaient un certain doute, mais jusqu'ici, on peut parler d'une réussite sur à peu près toute la ligne. On était deux, Ouais. j'étais dans le même. On était plusieurs, je pense que les amateurs de baseball, il y avait un petit côté, je dirais pas nostalgique, là, mais on va s'ennuyer du gazon naturel. Puis quand je suis arrivé au stade la première fois, moi je m'attendais à ce que le contour des buts soit aussi en sable ou en terre battue. Fait que là, j'ai dit non, il reste rien de ça. Là, je suis resté un peu bête. Mais je veux dire, quand le match commence, c'est la même chose. C'est comme n'importe quel match. Puis l'autre chose, c'est que il mouille un peu. C'est arrivé souvent. Il n'y a pas de toile à mettre. On recommence à jouer 15 Moi, j'étais minutes sceptique, après. mais je suis agréablement surpris. Oui, mais moi aussi. Mais la qualité de jeu est supérieure. On parlait des jeux défensifs qu'on a vus cette année parce que le joueur est capable d'anticiper un meilleur bon. Donc ça aide beaucoup. Et il y a une chose que les gens ne savaient pas, puis on n'était pas pour parler contre notre produit non plus, c'est que le gazon du stade municipal était pas beau, dans le sens qu'il était beau au look. La couleur du gazon naturel, ça demeure incroyable. Donc, au niveau des estrades, on regardait le terrain et on disait « Hey, c'est-tu beau le stade municipal? » Le côté jeu, je veux dire, c'était... On voyait même pas du champ centre, on n'était pas de voir le marbre, dans le sens que s'il y avait une grosse bosse. Non, mais c'est vrai, les joueurs n'aimaient pas nécessairement la surface, ils aimaient l'endroit. Donc, c'était pas évident. C'est sûr que comme coup d'œil, c'est magnifique le gazon naturel. Oh, puis écoute, je pense que pour les clubs visiteurs, il y a simplement un ajustement à faire. Ouais. Quand il y a un petit peu de pluie, il y a un ajustement à faire aussi parce On que glisse plutôt les deuxième. glissades sont plus longues un peu. Mais je te dirais que pour certains joueurs, d'après moi, là, ça coûte de 2 à 3 coups sûrs par année parce que tu prends le deuxième but, joue beaucoup plus loin, couvre beaucoup plus de terrain. Ça change un petit peu la donne, mais pas beaucoup. Là, mais lorsque Michel dit, là, c'est tellement efficace, c'est beaucoup plus efficace en défensive. Là. Bien, un match, ça ne gagne pas par un faux bon. Non, non, on a eu absolument. des J'en matchs ai de pas même. vu un encore durant la Non. saison 2017. Puis tu parlais du joueur de deuxième but, parce que je disais souvent la blague que c'est presque un maraudeur. Tu sais, la balle de nous, on joue à 10, là, puis tu peux avoir un retrait de 10-3, là, le gars qui lance au premier. Là. Le joueur de deuxième but peut jouer tellement loin puis changer sa façon de faire. Absolument. Mais ça change rien au jeu. Ça m'amène un peu à ce qu'on voit avec les défensives spéciales dans le monde du baseball. Le deuxième but, c'est le gars surtout lorsque c'est un frappeur gaucher dans le baseball majeur, le joueur qu'on change de position, on le place à peu près là. Oui, là. c'est vrai. Est-ce que, Michel, quand tu as été gérant, si les statistiques avancées avaient été implantées à ce moment-là, je pense que tu aurais été le genre de gérant très ouvert à l'idée d'avoir 3 gars d'un côté de l'avant-champ, juste 2 voltigeurs? Oui, absolument. Je suis par contre déçu du frappeur dans tout ça, qu'il n'y a pas d'ajustement. Donc, lui, il dit non, moi, je frappe la balle d'une telle façon, je garde la même chose. J'aimerais voir pour défaire tout ça, de temps en temps, un bon caché ou quelque chose comme ça, puis ils ne veulent pas le faire. Encore une fois, c'est les points produits qui payent. C'est en bout de ligne, tu arrives en arbitrage, puis si tu as fait avancer tes coureurs, on ne le considère pas tant que ça. Donc, le joueur, lui, continue de faire ce qu'il a à faire. Ça, c'est un petit peu décevant, mais pourquoi pas le faire dans le sens? Pourquoi pas bouger? Puis je me souviens que quand on tentait de le faire à l'époque, on se faisait questionner. Moi, je déteste ça. Tu détestes ça? La défensive spéciale, je déteste ça. Je trouve qu'on dénature ce sport-là. Mais il y aura Un pas arrêt court, ça joue à l'arrêt court. Mais il n'y aura pas de retour en arrière, Maurice. Hein? Non, Je veux je dire, on sais. ne pourra pas dire le joueur d'arrêt court n'a pas le droit de dépasser le deuxième. Non, but, je le c'est sais, mais moi, impossible. j'aime pas ça. Mais je suis d'accord avec toi J'aime dans pas un ça. certain sens. Puis même, je veux dire, les À statistiques part Ted avancées. Williams qui disait qu'il y a toujours de la place, là, les défensives spéciales, je pense que ça pénalise des joueurs. Mais parce que les statistiques avancées, tu sais, autant j'aime le baseball, moi, je trouve qu'il y a une certaine limite à un moment donné aussi. Là, tu sais, il y a des statistiques que j'aime, mais il y a probablement
trois quarts des statistiques avancées que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que je trouve que ça va un peu loin. Il y a toujours un facteur humain qu'on oublie là-dedans. Là. Le gars qui n'aime pas la pression, il y a un gars qui n'est pas heureux, qui est en train de se divorcer, peu importe. Je pense qu'il faut faire attention aussi à jusqu'où on peut pousser les statistiques avancées par rapport aux joueurs que tu as entre les mains. Moi, je prends Chris Davis qui joue à Baltimore. Ouais. Tu n'as même pas besoin de faire une défensive spéciale. Tu es sûr que tu vas le retirer au bâton. Un bâton ou un rétro. Un circuit, un rétro-bâton, c'est pas mal ça ce qui se passe. Pas besoin de défensive. Mais ça dépend des philosophies. Moi, j'aime pas ça. Mais même dans la façon de faire, tu sais, d'amener, de créer le stopper, par exemple. Ouais. Tu sais, je suis pas nécessairement... Je suis pour ça, pour le spectacle. Tu sais, Éric Gagné qui venait lancer en 9e, les gens restaient jusqu'à la fin du match parce qu'il y avait une chance. Donc, on construit un monstre autour de ça. J'haïs pas ça, mais moi, je trouve dans pas 2 canettes de bière de plus. Oui, mais je trouve pas ça logique. Tu sais, je veux dire, en 8e manche, tu vas affronter ton frappeur 3, 4, 5. Pourquoi pas amener le stopper tout de suite? En 8e. Ouais. Tu sais, des choses comme ça que le baseball est tellement conservateur. Dans les séries, je trouve ça très décevant à ce niveau-là. C'est comme, non, on garde le stopper pour la fin. Mais si le stopper est gaucher au lieu de droitier, pourquoi on ne l'amène pas? Mais ça me... Parce que je me demande si les Indiens de Cleveland, en passant en série, ont justement... Je pense qu'on a ouvert un peu les yeux aux gens en disant « Andrew Miller, il est très bon en 9e manche, mais si je peux l'utiliser pour affronter 7 ou 8 frappeurs en 6e, 7e manche, comme tu mentionnes, face peut-être au meilleur frappeur, c'est peut-être la nouvelle philosophie qu'il va falloir aborder parce que, écoute, un releveur numéro 1, 3 points ou moins, tu peux l'amener en 9e, mais tu sais, quand tu amènes ton meilleur releveur, c'est 5-2, tu n'as pas besoin de lui à ce moment-là. Tu avais besoin de lui en 7e quand les buts étaient remplis. C'est ce que les statistiques avancées veulent prouver. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui répondent à ça. C'est pour ça que je pense que les Indiens ont peut-être démontré l'importance d'avoir ton meilleur lanceur dans les moments les plus importants. Puis les statistiques avancées, c'est un gros débat aussi sur comment tu te sens cette journée-là. J'en parlais beaucoup l'année passée avec Ozo Pelé, puis c'est encore plus poussé que ce que je pensais. Les joueurs n'arrivent plus à 3 heures, là, quand le match est à 7 heures. Les joueurs arrivent à 1 heure, 1h30, ils sont 6 heures avant le match présent. Et ils ont la rotation dans les balles, la vélocité, la rotation. Qu'est-ce que le lanceur adverse ce soir lance dans tel compte. Et ça amène un autre débat qui est gros. Tu es lanceur, tu as la balle dans tes mains et tu veux lancer une courbe parce que c'est ce que tu ressens, mais les statistiques avancées, le catcher t'envoie ça, puis il dit dans ce compte-là, il faut que tu lances telle chose. Je veux dire, c'est un gros débat présentement, puis c'est pas toutes les équipes qui suivent ça. Ah, pas du tout. Il y en a, je pense que c'est pas mal 50-50. C'est un gros débat présentement dans le baseball. Parce que Patrick Scalabrini m'avait passé un livre justement sur 2 maniaques de statistiques avancées qui avaient participé à du baseball indépendant, mais eux simplement avec les statistiques avancées. Puis ça avait bien fonctionné jusqu'à temps qu'on perde quelques joueurs à d'autres ligues. Puis le résultat n'a peut-être pas été concluant. Et je pense qu'on s'est surtout rendu compte de la réticence des gérants, même des joueurs d'un certain âge. Dire non, tu sais, moi, tu l'as mentionné tantôt, un point produit, ça va peut-être me valoir un nouveau contrat. Faire avancer mon coureur, mon gérant va être content, mais ça me donne rien quand je veux négocier mon contrat. On dirait que ça devient un peu... Tu sais, le baseball reste un sport d'équipe, mais très individuel aussi. Les statistiques sont très, très importantes pour les joueurs. Donc, c'est un peu particulier. D'ailleurs, j'invite les gens qui sont intéressés à ce livre-là. The Only Rule, It Has to Work. Donc, la seule règle, c'est qu'il faut que ça fonctionne. Où 2 gars se passionnent pour des statistiques avancées dans du baseball indépendant. Il y a un joueur des Capitals qui est impliqué l'an passé. Scott David. Parce que Scott David, on disait... ne frappera jamais un ballon au champ droit. Jamais, jamais. Donc, on mettait seulement 2 voltigeurs, un au centre, un à gauche. On mettait 4 joueurs du côté gauche de l'avant-champ. Puis honnêtement, ça marchait. Tu sais, ça fonctionnait. Mais le problème, c'est que... Y a-tu réussi à frapper son ballon au champ droit? On dit qu'il a réussi à frapper quelques petits coups sûrs à droite, mais statistiquement, on a prouvé qu'il allait probablement frapper 150 au lieu de 300 en jouant de cette façon-là. Il y avait quand même beaucoup de difficultés à frapper la balle. Alors, c'était dur de frapper un ballon en bataille. Puis c'est pour ça que, tu sais, le livre, j'ai des réserves aussi parce que c'est une ligue indépendante de plus faible calibre que la Ligue Can-Am. Donc, tu sais, les gars qui sont passés à travers le filet du repêchage, qui sont allés jouer là, certains ont connu du succès, mais il te reste encore beaucoup d'étapes si tu veux devenir un joueur professionnel à temps plein. Donc, on en prend et on en laisse. Mais Maurice, si on part à tes débuts dans ton garage, là, si ton frère avait compris les stats avancées, peut-être que tu aurais passé. Peut-être que j'aurais fait une carrière. Il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle un petit peu de baseball majeur. Évidemment, la saison 2016 a été magique pour bien des gens, dont moi-même, partisan des Cubs. Mais j'ai dit à beaucoup de gens... Oui, mais tu as tellement souffert. Tu as été récompensé. Maurice, dans ma vie, j'ai pris pour les Expos, les Nordiques et les Cubs. Donc, je pense que je méritais peut-être un petit cadeau à un moment donné. Je me disais, puis je sais pas si je suis le seul, mais j'ai vraiment le feeling que les Indiens de Cleveland
ça risque d'être leur année si tout le monde est en santé. Je ne sais pas si les gens ont réalisé que l'an passé, ils sont venus à un match de gagner la Série mondiale sans leur partant 2 et 3, Salazar et Carrasco. Et avec, je pense, cette année, une meilleure équipe avec l'arrivée d'Incarnation. Pour moi, sans dire que c'est mon coup de cœur, je pense que ça pourrait être l'année des Indiens. Avec un entraîneur qu'on aime aussi. Ah, ben écoute, qui est un bon gérant et un bon monsieur. Francona est vraiment un bon gérant. Je pense que c'est un des meilleurs. Oui, je te dirais qu'il est même supérieur à Frank Robinson? Non, à ton ami Joe Madden. Oui, écoute, Joe Madden, je pense parfois, l'expression c'est overcoaching. Oui. Essayer d'un petit peu trop en faire. Puis tu te rappelles ce qui est arrivé avec Chapman dans le match numéro 6 en Série mondiale? On l'a surutilisé. Puis là, il a l'air d'un gars d'ailleurs qui est brûlé avec les Yankees aujourd'hui. Mais des fois, on essaie d'en faire un petit peu trop. Puis je trouve que dans le cas de Francona, lui, il a compris comment rendre ses joueurs heureux. Je pense que c'était un très bon gérant pour les joueurs, mais c'était un très bon gérant pour comprendre la game. Absolument. Tu as entièrement raison là-dessus. Moi, je te dirais que l'équipe qui pourrait surprendre dans la Ligue américaine, si elle parvient à se classer pour les séries éliminatoires, c'est Baltimore. C'est mon coup de cœur là, depuis quelques semaines. Et puis, j'étais déçu que les Blue Jays les battent là, pas hier soir, jeudi soir. Mais the name of the game, c'est pas pitching? Oui, mais ils n'ont parti. Ils n'ont pas des bons partants. Ben, Bundy est bon. Oui. Il est très bon. Mais le reste, c'est plus fragile un peu. Ils ont des mots juste de bons releveurs. Parce que si tu te rends à Brack, O'Day, Britton et compagnie... Là. Contrairement là, à bien des équipes, si tu te rends en 6e, t'es correct. Parce que puis ils frappent, là. Mais ils font beaucoup d'air là, avec des rétro-bâtons. Mais j'aime bien cette équipe-là. Puis j'aime bien Buck Showalter, même si à l'occasion, il a l'air un peu hautain. Un peu bougonneux. Pas sûr que je m'entendrai avec après des questions après un match. Là. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les Yankees ont peut-être une formation aussi bien... On a bien formé cette équipe-là. Parce qu'à partir de la 6e manche, peu importe l'ordre, mais Betances, Chapman, Kenley, Robertson, c'est 4 gars qui sont des releveurs numéro 1 si tu les places dans une autre formation. Ça peut être aussi sans dire un long shot, là, mais les Yankees ont peut-être leur chance. Mais si les Yankees ne gagnent pas cette année, par contre, préparez-vous après ça. C'est là. ça. C'est des prochaines années. Parce qu'ils ont vraiment de bons jeunes espoirs. Là. Puis il y en a qui... Tu sais, George, il a beau avoir ralenti, mais ça va faire un bon joueur. Le receveur, c'est tout un joueur de baseball. Ouais. Puis Bird est revenu, puis il a l'air d'avoir envie de ne pas se reblesser. Puis tu regardes là, les jeunes qui ont monté... moi, je pense que les Yankees, ça va redevenir ce qu'ils étaient. Puis sais-tu, à un certain point, je disais, si les Yankees doivent jouer le match suicide, le 2e, 3e, je pense que c'est Luis Severino qui va lancer. Il a 23 ans. Tu sais, Tanaka coûte beaucoup d'argent, mais je pense que Severino, c'est ton meilleur. Même s'il a 23 ans, un match suicide, c'est ton meilleur lanceur, il faut qu'il lance. Puis il y a un lanceur des Yankees hier qui n'était pas content que l'autre équipe fasse un coup retenu avec une avance ou un retard de 5 points. Là. C'est Sabathia. T'es pas content après les Red Sox parce qu'il dit que c'est... sans dire que... Lui, il dit qu'on essaie de bunter contre lui simplement parce qu'il est plus gros puis qu'il a de la misère à se déplacer. Rien qu'à se faire maigrir. C'est ce que Jim Rice a dit d'ailleurs. Jim Rice a dit qu'il devrait éviter les beignes et autre chose du genre. Ben oui. Mais François, toi qui suis les Blue Jays, tu vois ça comment pour les prochaines années? Le fait qu'exemple, qu'on passe beaucoup de lanceurs partant, est-ce que c'est épeurant? Moi, je suis très négatif pour les Blue Jays depuis 2 ans. Moi, j'ai détesté la transaction de Troy Tulowitzki. Je pensais pas qu'on me donnerait raison à ce point-là. Là. Je pensais que Tulowitzki allait mettre des chiffres un peu plus raisonnables. Mais moi, Jeff Hoffman, je l'aimais beaucoup, qu'on a donné, puis d'ailleurs qui est rendu dans les majeurs. Et la transaction David Price, je peux comprendre que les Tigers, des gars comme Daniel Norris, Matt Boyd qu'on a eu, ne performent pas à la hauteur encore de leur talent. Mais c'est une location qui t'a coûté 3 jeunes bras. Puis à un moment donné, il y a une limite aussi. Mais en tout et partout, c'était il y a 2 ans, on parle de 11 bras à peu près. Oui, on avait donné dans 4 transactions. C'est ça. Ouais. 11 bras dans une organisation. Oui. Puis écoute, je peux comprendre pourquoi à l'époque Alexandropoulos le fait. Lui, c'était comme au poker. Aujourd'hui, on y va. Puis peut-être que je serai plus là l'année d'après. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Mais moi, je suis très inquiet pour la suite pour les Blue Jays parce que la profondeur dans le réseau de filiales, c'est pratiquement zéro. On n'a plus rien écoute, c'est le prix à payer. On parle de Guerrero qui n'est pas prêt. Oui. Puis l'autre Goriel. Puis il y a Bichette. Bichette, le gars Dante Bichette, ce sont 3 bons frappeurs, mais écoute, tu regardes ce qui s'en vient, puis j'en parlais avec Jacques Doucet dans les derniers jours, c'est qu'il me disait, les Blue Jays sont premiers pour les assistances dans la Ligue américaine. Alors, est-ce que l'organisation va récompenser les partisans en disant, vous nous avez suivis, même cette année, c'est une année très difficile, est-ce qu'on va vouloir délier les cordons de la bourse pour aller chercher 1 ou 2 gros candidats comme agents libres, ou au contraire, c'est le temps de faire le ménage puis de repartir à zéro? Ça, c'est la question. Ils ont-tu le même...
Les Blue Jays ont-ils la même maladie que d'autres équipes de Toronto, se dire on n'a pas besoin d'être bien bon sur le terrain parce que les gradins sont pleins? Tu sais, les Maple Leafs, ça a été ça depuis que je suis au monde, là, à peu près. Puis les Blue Jays, moi, je pense cette année, plutôt que tirer à la plug comme ils ont fait, si on avait investi peut-être sur un lanceur ou deux, la course aurait été différente. Ils étaient dans la même position que Baltimore. Puis Baltimore a décidé de continuer sans faire de grosses acquisitions. Mais juste s'améliorer un petit peu Oui, et donner confiance tandis aux que les joueurs. Blue Jays, on a du monde, il n'y a pas de problème. Je sais pas. Mais- Je me pose la question. Puis c'est intéressant parce que je me dis à un certain point aussi, tu sais, je suis négatif un peu sur l'avenir des Blue Jays, mais je me dis, bon, si l'an prochain, Sanchez est en santé avec Stroman, tu as quand même une base pour ta rotation. Mais j'aimerais quand même que les Jays, sans dire fassent un test, essaient quelqu'un d'autre que John Gibbons comme gérant. Juste pour voir qu'est-ce que ça peut amener. Je l'aime, François. Ben, pas moi. Je l'aime, John Moi, Gibbons. j'aime John Gibbons, l'homme, mais j'aime pas le gérant. Parce que tu peux pas toujours gagner avec le circuit de 3 points, c'est pas vrai. Tu sais, je pense que l'amorti, court et frappe, il faut que tu bouges un peu. Puis j'aimerais ça qu'on essaye quelque chose. Mais moi, je me dis que c'est le gérant parfait pour diriger des millionnaires qui veulent faire ce qu'ils veulent un peu. Non? Je suis Ben- dans le champ, Michel? C'est l'impression qu'il donne, en tout cas. Ben, Moi, ben, je l'aime. Puis je l'aime, c'est quand il dit aux journalistes après certaines défaites, « Hey, les gars, levez-vous la tête, là, on va jouer de même, on va essayer de gagner. mais je pense que tu as raison, mais je trouve ça un petit peu décevant pareil, parce que tu sais, ça n'a pas l'air d'être une équipe facile à diriger. » Non, c'est sûr. Tu que non. regardes Donaldson, c'est L'autre, là, le Bautista beau, là, spécial, Bautista est spécial. Je veux dire, Bautista. t'as tout ça à gérer. C'est pas. T'as probablement des bons leaders comme Russell Martin, comme Tulowitzki, mais c'est. Peut-être que la seule façon, c'est justement de se retirer un peu, parce que s'il est un peu plus prompt, d'après moi, la marmite, elle sauterait. Mais je vais toutes les vous semaines. concéder que c'est probablement pas le plus grand stratège. là. Non, peut-être, en tout cas. Non, en tout cas, Je sais pas si on va faire mais- le changement, parce que je sais que la nouvelle direction, à un moment donné, avait amené Eric Wedge, qui était l'ancien gérant des Indiens, puis eux, c'était comme leur ami, on l'avait amené dans l'organisation. Je me dis, à un moment donné, on va tirer sa plug. Non, c'est pas arrivé Il y a un encore. contrat de 3 ans, non? Gibbons a une prolongation, je sais pas si c'est 3 ans, mais il y a une prolongation de contrat. Donc Mais c'est pas une techniquement, garantie, ça, par contre. ben, c'est sûr qu'à 40 000 personnes dans les estrades, tu peux peut-être te permettre de congédier ton gérant puis de le payer, puis c'est pas trop grave. Mais 40 000, ils vont-tu le répéter l'an prochain? Tu as eu beaucoup de billets de vendus après le succès de la saison Oui. dernière. Là. Mais tu sais, il y a des amateurs qui vont se sentir un peu abandonnés. Là. Ah, sûr et Tu sais, certain. alors, j'ai hâte de voir tout Mais le les gens phénomène. vont aux Blue Jays puis ils aiment ça. Oui, oui, c'est. Tu sais, les gens qu'on a côtoyés dans les dernières années qui vont aux Blue Jays disent écoute, c'est le fun, ils ont réussi à créer une ambiance. Quand même, c'est sûr que c'est plus le fun dans la victoire que dans la défaite. Oui. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont une bonne recette présentement à ce niveau-là, au niveau de l'atmosphère. Il me reste 2-3 petites choses, puis je reste dans le baseball majeur. Les Dodgers n'ont pas gagné depuis 88. Ils sont une très bonne équipe, mais je fais partie de ceux qui, sans dire que j'ai des doutes, ça reste une très bonne équipe, mais je suis pas convaincu à 100% moi, qu'ils vont gagner la Série mondiale. On dirait que les gens ont l'air à penser que si tu gagnes 110, 112 matchs, tu vas gagner la Série mondiale, mais je suis pas convaincu de ça. Oui, sais-tu pourquoi je les suis, moi? Non? À cause de Puig. Ouais. Je l'adore. Quel personnage. Oui, mais puis pas de mauvaise saison, là. Il est excellent défensif. Il est au bâton, il y a quoi, 23, 24 circuits? Et puis moi, je suis abonné à MLB Network, Ouais. là. Je suis Dodgers juste à cause de Puig. Mais c'était peurant quand même d'avoir une séquence comme celle-là des 50 derniers matchs. Puis là, ben, Kershaw revient dans l'alignement. C'est... Et mon inquiétude reste toujours le lien entre, que ce soit Kershaw, mais ton lanceur partant jusqu'à Kenley Jansen, qui est probablement un des meilleurs releveurs du baseball. Entre les Il y a deux, un creux. dans les séries, les manches 6, 7 et 8, tu sais, je parlais d'Andrew Miller tantôt, là, c'est là que ça m'inquiète un peu pour les Dodgers. Mais je peux pas te dire que c'est vraiment mon équipe favorite, là, mais j'aime bien Puig, puis surtout qu'avec tout le les choses négatives qui avaient été dites à son sujet dans Ouais. les dernières années, je trouve qu'il fait un retour pas pire. Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'on a rappelé Alex Verdugo, qui est un de leurs meilleurs Un espoirs. excellent frappeur. Et Adrian Gonzalez lui a donné des conseils comme voltigeur. Il dit c'est pas compliqué. Il dit tout ce que Puig t'a dit de faire, tu le fais pas. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Mais je veux dire, Puig fait partie de ceux. Écoute, il faut que tu saches bien l'encadrer parce qu'on parlait de personnage, là. Il faut que tu saches l'encadrer parce que sinon, c'est un gars qui. Écoute, j'ai déjà fait la comparaison puis je pense qu'elle tient encore avec Piquet Souban. Ouais, ouais. Dans le sens très Exactement. talentueux, mais c'est un cheval, à un moment donné, Non, non, il faut que tu tires. Là. Faut que tu tiennes la bride. Ouais. Mais je pense qu'il n'est pas capable d'avoir le même impact que Subban dans le vestiaire. Dans le sens Non, que, tu sais, probablement. jusqu'à ce qu'Adrian Gonzalez a dit, c'est tellement drôle. Puis une fois que le joueur devient un personnage, puis on dit, écoute, il est comme ça,
on le laisse aller, ça devient le fun dans un vestiaire. C'est quand il y a du leadership, puis qui est personnage, puis qui joue les deux, ça, c'est plus difficile. Mais Gonzalez est quand même le mentor de Pouille. C'est ça. Il s'en occupe, tu sais, alors... C'est pour ça que je me dis, écoute, on verra ce que les Dodgers vont faire. Mon autre question, c'est les Astros de Houston, l'arrivée de Justin Verlander. Est-ce que ça change votre opinion sur les chances? Parce que les Astros, on s'entend, une période très, très, très difficile. Et on a même vu des joueurs critiquer la direction lorsqu'on n'a pas bougé au 31 juillet. C'est rare qu'on voit ça. Mais Dallas Keuchel, qui est un des leaders de l'équipe, dit ça n'a pas de bon sens. Là. On a cherché les Riano qui ne changent pas grand-chose, mais on ne s'est pas amélioré. Le Verlander arrive. Est-ce que vous croyez aux chances des Astros d'aller jusqu'au bout? Oui, moi, je pense que oui, parce que c'est une équipe c'est vraiment une bonne équipe au bâton. Il y a de bons frappeurs. Puis évidemment, tu as eu des blessés aussi dans la rotation partant à un moment donné. Keuchel, le premier. Là. Puis moi, par contre, les échanges comme celui de Verlander à dernière minute, je déteste ça. Je trouve que c'est une autre chose qui, souvent, c'est un œil au beurre noir au baseball parce que il y a des équipes qui vont se dire pourquoi on s'améliorerait tant que ça, qu'on essayerait de mettre vraiment une bonne équipe sur le terrain, parce qu'on sait qu'à la limite, on va être capable d'aller chercher des gros joueurs. Ouais. Moi, puis c'est comme les Angels qui sont allés chercher Upton, puis l'autre, le deuxième but, Phillips. Ouais. Ça va donner rien parce que les Angels vont vraiment nulle part de toute façon. C'est pas une grosse équipe, mais je trouve que Mark Scioscia fait tout un travail avec une équipe très ordinaire. Très ordinaire. Puis je complète juste avec les Astros. Êtes-vous surpris du succès de Yuli Gurriel? Écoute, moi, je le connaissais pas, puis on m'en a souvent vanté le talent, mais c'était toute une saison dans l'ombre. Je vais te dire ce que j'ai dit à François Raté, qui m'a appelé au début de la saison. Puis François, il aime ça me taquiner, c'est cubain. Il dit « Qu'est-ce que Gurriel va faire à Houston, Maurice? » Et je sentais dans sa voix qu'il y avait beaucoup de sarcasme. J'ai dit, il va maintenir une moyenne au bâton de 280, il va frapper 15 circuits, puis il va faire produire 80 points. Je pense que je t'en plein sur le nez partout. Oui, je pense que oui. Comme dans certaines de mes prédictions pour les assistances au capital. J'avais parlé à un dépisteur des Blue Jays avant la signature de Gurriel. Il voulait avoir plus d'informations parce qu'on le côtoyait, Patrick et moi, quand on allait à Cuba. Et c'est juste dommage qu'on ne l'ait pas vu à 28, 29, 30, 30 dans ces années-là parce que il y a vraiment tout le kit. Là. Est-ce que moi, je pensais même pas qu'il jouerait sur une base régulière tellement ils avaient un bon alignement. Mais il saute encore un match de temps en temps. Oui, mais il joue au premier but sur une base régulière. Il frappe 6e, 7e dans l'alignement. Mais là, on parle toujours de Correa, on va parler d'Altuve puis des autres. Mais tu regardes ces chiffres. Ça fait un beau complément. Pas à peu près. Puis c'est cette profondeur-là qui va être intéressante en série. Est-ce que, Michel, tu connais un peu plus, puis Maurice aussi, est-ce que Lourdes va devenir un meilleur joueur de baseball que son grand frère? Bien là, cette année, je le cherche, mais je pense qu'il est encore blessé. Je pense qu'il est rendu au niveau 2A avec New Hampshire dans l'organisation. Oui, puis ça va pas plus que ça, là. Non. C'est difficile. Mais en tout cas, c'est le fun parce que, bon, lui, il a 23 ans, donc on va le voir grandir dans tout ça, mais j'ai parlé à Andrew Tennish quand il était de passage à Québec, puis ils l'ont signé, ils l'ont trouvé pas pire, puis quand ils l'ont vu dans le camp d'entraînement, il a dit qu'il est encore plus fort qu'on pensait. OK. Donc, il fait vraiment des choses, tu sais. Quand un jeune de 22, 23 ans frappe des balles à 420, 430 pieds au champ opposé, puis frappe partout, ce que son frère a plus de difficulté à faire, même si Yuli était très, très, très talentueux, le jeune a encore plus de puissance à tous les champs. Donc, c'est ce qui est, il est 6'5", il a plus de portée. Ça va être du côté défensif à quel endroit qu'ils veulent le placer. Puis, mais qu'il soit plus à l'aise, qu'il ait fait l'ajustement, c'est un gros potentiel, mais il y en a des gros potentiels. Mais il n'y a pas de physique d'un joueur d'arrêt-court. Hein? Non, il n'y a pas de physique. Mais je pense qu'il va atteindre les majeurs. Je suis convaincu. En tout cas, on va lui donner la chance. Ça a quand même coûté... Je pense que le prix était raisonnable dans les circonstances là, quand on lui a donné son contrat, mais on ne le connaît pas. Puis je me dis... On a parlé tantôt d'un peu d'impondérable. Il reste aussi qu'il y a un ajustement à faire dans la vie de tous les jours. Là. Tu t'en viens rester en Amérique, puis là, il est séparé de la famille, là, puis il est plus jeune. Ça doit être plus difficile. Ouais, puis écoute, je sais pas combien il y a de joueurs qui parlent espagnol. Est-ce qu'il y a des traducteurs dans les mineurs? Comment les gars, à quoi ressemble leur vie de tous les jours? Mais ça fait partie du facteur aussi qui peut influencer tes performances. Mais tu es traité beaucoup mieux dans le baseball majeur à Cuba que tu l'es dans le A-Fort ou dans le 2A aux États-Unis. Ça, je suis convaincu. Donc, tu sais, je veux dire, les joueurs de la série nationale à Cuba, là, je veux dire, c'est traité aux petits oignons. Je veux dire, ils n'ont pas le gros salaire, mais au niveau nourriture, au niveau pratique, d'entraînement,
c'est tout ce qu'ils font, tout ça. Ils ont des voyages en autobus, mais quand ils voyagent en autobus, le lendemain, ils ont une journée de congé. Donc, ce rythme-là du baseball mineur qui est aux États-Unis, ils ne sont pas habitués de le faire. Puis je suis sûr que ça rentre dans le corps. Puis je me dis que le jour où le jeune Gurriel va jouer avec les Blue Jays, puis que c'est Josué Pelé qui va être le traducteur, Michel Laplante va être très fier de ce qu'il va voir. Ça reste ces deux produits des Capitals qui font pas la même chose, mais ça reste que c'est ce que Josué a eu comme emploi. C'est un peu grâce au Capitals qu'il a vécu. Puis il faut mentionner que dans le cas de Pelé, il lance aussi des pratiques au bâton. Donc c'est l'homme à tout faire avec les Blue Jays. C'est lancer la pratique au bâton des Blue Jays avec des gars comme Donaldson et Bautista, ça doit pas être facile. Non. Parce que Fro l'est pas, hein? Mais ce qui est difficile pour Josué lance une très bonne pratique au bâton. Oui. Et ce qui est difficile, c'est que tous ces joueurs-là veulent que ce soit Josué qui lance. Ah ben. Et Josué, non, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus blesser l'ego des entraîneurs qui sont là. Mais c'est assez spécial ce qui se passe au niveau du traducteur des Blue Jays parce qu'à un moment donné, Russell, dans une pratique d'avant-match, il dit, celui qui a le meilleur bras ici, c'est pas nous autres, c'est Josué le traducteur. Ils ont tous parti à rire. Puis finalement, ils ont regardé qui dégainait le plus vite du marbre au deuxième, c'est Josué. Puis je pense que Josué avait été à 96 000 à l'heure quand il a lancé sur le radar. Fait qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, c'est quoi là? Puis Josué attrape beaucoup de balles dans les pratiques. Il est receveur. Il s'en va au premier but. Les gars pratiquent les balles à double jeu. Donc, il sert un peu partout. Mais il faut qu'il soit prudent aussi à travers tout ça, là, pour ne pas blesser l'ego. Parce que je disais ça, parce que Andy McCauley, qui a déjà dirigé une équipe ici, a perdu son job de lanceur des exercices au bâton des Phillies de Philadelphie parce qu'il avait trop lancé à l'intérieur à une des vedettes de l'équipe de l'époque. Il y a des égos. Hein? Ah oui, même dans le... Fais-tu attention quand tu vas faire la pratique? Moi, j'adore ça. Moi, j'écoute la musique puis je me concentre. Mais c'est vrai que les joueurs aiment être placés en confiance. Donc, quand ils ont un rythme et qu'ils frappent, puis pourtant, ça n'a pas rapport parce que tu es à 45 pieds, tu n'es pas à 60 pieds, tu n'es pas à la même vitesse, tu n'as pas de balle courbe. Je veux dire, si on compare aux autres sports, je veux dire, on pratique les retours de service au tennis, on ne sert pas des ballons. Je veux dire, ce qui se passe dans la pratique au bâton et ce qui se passe dans le match ne se ressemble pas du tout. Mais maudit que c'est important pour le frappeur de dire « Ouais, mais je suis en train de retrouver mon rythme. » Moi, c'est une partie d'une journée de baseball qui est importante pour moi, l'exercice au bâton. Puis je veux dire juste le regroupement derrière la cage des frappeurs. Regarder les frappeurs, ça jase baseball, ça jase du match d'hier. Ouais, c'est fantastique. Qui déborde parfois le baseball, je ne sais pas, mais... C'est intéressant. Mais qui est très différent, Maurice, de ce que tu as vécu sur le beat du hockey. Là. C'est complètement différent. Et moi, je dis souvent, la beauté du baseball, c'est que même si l'équipe a perdu 15-1 la veille, il y a de fortes chances, si tu n'as pas été là le match la veille, que tu es là le lendemain, que tu n'as aucune idée si l'équipe a gagné. Absolument. C'est fascinant. Il faut que ce soit de même. Oui, tu n'as pas le choix. On joue tous les jours. Tu n'as pas le choix. Messieurs, je veux vous remercier. Maurice, Michel, très gentil. On aura sûrement la chance de se reprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Parler de baseball, je pense qu'on aurait pu le faire encore un petit bout de temps. Je veux prendre le temps de vous remercier d'avoir participé à ce premier podcast de Derrière le marbre. Puis on va se recroiser régulièrement au stade comme c'est le cas à chaque année. Probablement dans quelques heures. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé à cette première du podcast Derrière le marbre. Merci encore aux gens de la cage Brasserie sportive de Le Bourgneuf avec Philippe Laroche qui nous a accueillis ici. Puis merci également aux gens des Capitales et aux gens de B45 pour les différents prix qui ont été attribués via le concours qu'on avait fait pour le nom du podcast. Donc, il y en aura d'autres. On va s'amuser avec ça. Les gens qui aiment le baseball, je pense, vont peut-être trouver leur refuge de ce côté-là. Je le mentionne quand même, il y a des gens qui font du bon travail pour les podcasts avec les... Mark Griffin en a déjà un avec Compte Complet. C'est fort intéressant. Aux États-Unis, il y a des gens qui font des choses, mais je pense que nous autres, on va faire les choses un petit peu différentes parce qu'on a un club de baseball chez nous, parce qu'on a une ligue qui... Je pense qu'il est très intéressante pour les gens. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé et à la prochaine pour la prochaine édition de Derrière le marbre. Merci beaucoup.